Nous avons vu précédemment la définition de limite d'une suite. Nous avons également traité un exemple et nous avons démontré en revenant à la définition que la suite n plus 1 sur n tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Mais vous avez dû remarquer que c'était un exercice un peu technique et qu'il n'est pas du tout pratique de montrer comme cela qu'une suite admet une limite et de donner sa valeur. C'est pourquoi dans ce chapitre, nous allons donner beaucoup de résultats qui vont nous permettre de démontrer que des suites admettent des limites ou de calculer la valeur d'une limite. Les premiers types de résultats, c'est-à-dire des résultats qui nous disent que sur certaines hypothèses, une suite admet une limite, sont ce qu'on appelle des résultats d'existence, mais ils ne permettent pas de calculer la valeur d'une limite. D'autres résultats, par contre, vont être plus pratiques et vont nous permettre de calculer concrètement la valeur de la limite d'une suite. C'est ce genre de résultats que nous allons étudier dans cette vidéo. Alors ici, nous allons voir des résultats plutôt basiques que probablement vous connaissez déjà tous. Ce sont des résultats d'opérations sur les limites. Donc nous allons prendre deux suites réelles, U et V, et nous allons prendre L et L' qui vont être deux éléments de R bar, c'est-à-dire que ils peuvent être finis, mais ils peuvent aussi être égaux à plus ou moins l'infini. Et nous allons supposer que U tend vers L et V tend vers L'. Et nous allons voir si nous faisons des opérations entre U et V, eh bien, la suite obtenue a-t-elle une limite et quelle est la valeur de cette suite. Donc nous allons commencer par nous pencher sur la somme des deux suites. Le résultat est bien connu, si L plus L' n'est pas une forme indéterminée, alors la suite U plus V tend vers L plus L'. Ici, la forme indéterminée que nous pourrions rencontrer, c'est plus l'infini plus moins l'infini. Dans tous les autres cas, L plus L' existe bien et ce sera la limite de U plus V. Démontrons ce résultat. Comme très souvent dans ces cas-là, il va falloir distinguer des cas. Il y a plusieurs cas distingués. Le cas où les deux limites sont réelles et finies. Le cas où l'une des deux, par exemple L, est finie et l'autre est égale à plus l'infini. Le cas où l'une des deux, toujours L, est finie et l'autre vaut moins l'infini. Et il reste deux cas, les cas où les deux limites sont égales à plus l'infini ou les cas où les deux limites sont égales à moins l'infini. Il y a tous ces cas à traiter. Je ne traiterai que deux cas. Je vais traiter le premier cas où les deux limites sont finies et le second cas où une limite est finie et l'autre vaut plus l'infini. Comme toujours, si vous avez bien compris la démonstration de ces deux premiers cas, pour les autres cas, vous ne rencontrerez pas de difficultés particulières. Donc pour le premier cas, nous allons utiliser les résultats que nous avons démontrés dans la vidéo précédente. Ici, si U tend vers L avec L une limite finie, alors la suite U moins L tend vers 0. Et de même, si V tend vers L', alors V moins L' tend vers 0. Cela n'est possible que si L et L' sont des réels, parce que si L vaut plus l'infini, par exemple, U moins L n'a pas d'existence. Or, nous l'avons démontré dans la dernière vidéo, si nous faisons la somme de deux suites qui tendent vers 0, alors leur somme tend vers 0. Si nous réorganisons un peu les termes dans cette expression, nous avons U plus V moins L plus L' qui tend vers 0. Et toujours d'après la dernière vidéo, eh bien, cela prouve que la suite U plus V tend bien vers L plus L'. Et nous avons donc fini ce premier cas. Dans le deuxième cas, nous allons revenir à la définition. U tend vers L et V tend vers plus l'infini. Donc je veux montrer que U plus V tend vers L plus l'infini. Or ceci est égal à plus l'infini puisque L est un réel fini. Donc je vais introduire un entier grand A, et je veux montrer qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite U plus V sont plus grands que A. Maintenant, comme la suite U converge, elle est bornée. U converge, donc elle est bornée. En particulier, elle est minorée par un réel que je vais noter petit m. D'autre part, V tend vers plus infini. Donc, à partir d'un certain rang, alors nous pouvons donner un nom à ce rang pour fixer les idées, à partir d'un rang n0, les termes de la suite Vn sont plus grands que grand A moins petit m. Or, nous venons de dire que les termes de la suite Un sont plus grands que petit m. Donc, en faisant la somme, nous obtenons Vn plus Un plus grand que A.
Donc nous avons bien montré ce que nous voulions. Quel que soit le réel grand A, il existe un rang à partir duquel Vn plus Un est plus grand que A. Cela, c'est bien la définition de U plus V tend vers plus l'infini. En ce qui concerne le produit de deux suites, nous avons exactement le même résultat. Si L fois L' n'est pas une forme indéterminée, alors la suite U fois V tend vers L fois L'. Cette fois-ci, la forme indéterminée que nous pouvons rencontrer, c'est le produit 0 fois plus ou moins l'infini qui n'existe pas. Pour cette démonstration, nous allons devoir distinguer les mêmes cas que pour la somme, mais en plus, dans les cas 2 et 3, donc ici nous avons le cas numéro 3, pour les cas 2 et 3, nous allons devoir prendre L non nul et devoir distinguer également le signe de L. Donc pour les cas 2 et 3, il va falloir en plus distinguer les cas L strictement positifs et L strictement négatifs. Les autres cas, eux, vont rester les mêmes, et en plus, nous allons avoir un nouveau cas que nous n'avions pas pour la somme, c'est le cas qui menait à une forme indéterminée pour la somme, mais qu'il n'y en ait pas une pour le produit, où une limite vaut plus l'infini et l'autre limite vaut moins l'infini. Donc je vais encore traiter les cas 1 et 2, et pour le cas numéro 1, je supposerai que la limite L est strictement négative, pour le cas numéro 2, pardon. Donc pour le cas numéro 1, nous allons prendre L et L' de réels. Donc la démonstration dans ce cas repose tout simplement sur la petite astuce suivante. Nous voulons montrer que UN fois Vn moins LL' tend vers 0, eh bien nous allons effectuer ce que l'on appelle une apparition-disparition. Nous allons enlever le terme L fois Vn et le rajouter. Et puis, nous allons factoriser ensemble les deux premiers termes et ensemble les deux derniers. Donc ici, nous allons écrire que nous obtenons UN moins L, fois Vn, et dans le deuxième cas, dans le deuxième terme, nous avons Vn moins L' fois petit l. Or ici, nous remarquons que nous avons une suite qui tend vers 0, et là aussi, puisque Un tend vers L et Vn tend vers L', et puis cette suite Vn est bornée puisqu'elle converge, et ici elle est une constante, donc nous pouvons toujours aussi la considérer comme une suite bornée. Or nous savons qu'une suite bornée fois une suite qui tend vers 0, eh bien cela nous donne une suite qui tend vers 0. Donc cette suite tend vers 0, quand n tend vers plus infini. Donc nous avons bien montré, pour ce premier cas, que UV tend vers LL'. Pour le deuxième cas, nous allons prendre une limite L strictement négative et L' égale à plus l'infini. Et là, nous voulons montrer que la suite U fois V tend vers moins l'infini. Donc nous allons, là encore, devoir repasser par la définition. Nous allons poser epsilon égale moins petit l sur 2. C'est donc strictement positif. Et en appliquant la définition de limite à petit u qui tend vers L, nous savons que à partir d'un certain rang n0, les termes de la suite UN sont compris entre L plus et moins epsilon. Donc en particulier, les termes de UN de la suite UN sont strictement plus petits que L plus epsilon, et strictement plus grand que L moins epsilon, ce qui revient à les termes de UN sont strictement plus petits que 3L sur 2, strictement plus grand que 3L sur 2 et strictement plus petit que L sur 2. Alors cet encadrement, nous allons à un moment donné le multiplier par Vn pour obtenir un résultat sur Un fois Vn. Or, les encadrements avec des termes strictement négatifs comme c'est le cas ici, nous ne pouvons pas trop les multiplier, nous savons qu'il y a beaucoup de pièges, donc nous allons multiplier tout cet encadrement par moins 1 pour pouvoir procéder ensuite à une multiplication. Nous n'oublions pas que nous voulons montrer que U fois V tend vers moins l'infini. Donc, en vue de le démontrer, j'introduis un réel grand A. Or, V tend vers plus l'infini. Donc, à partir d'un rang N1, nous pouvons dire que les termes de la suite Vn sont strictement plus grands que grand A. Maintenant, je vais vouloir effectuer la multiplication de cette inégalité par celle-là. Alors ce que j'aimerais après, c'est obtenir moins Un fois Vn strictement plus grand que moins grand A, et je n'aurai plus qu'à multiplier par moins 1.
Alors ici, si j'effectue cette multiplication, je ne vais pas obtenir grand A. En faisant moins L sur 2 fois grand A, je n'aurai pas moins grand A. Donc je vais un tout petit peu changer. Comme V tend vers plus l'infini, eh bien à partir d'un certain rang, Vn devient aussi grand que tout ce que l'on veut. Donc en particulier, à partir d'un certain rang, Vn devient plus grand que 2A sur petit l, et je peux bien diviser par petit l puisque l n'est pas nul. Donc en multipliant les deux inégalités qui sont valables en même temps si l'on va au-delà du rang n1 et du rang n0, donc à partir du rang max de n0 et de n1, j'obtiens moins grand A strictement plus petit que moins un fois Vn, en multipliant donc les deux inégalités entourées en orange. Et donc, grand A est strictement plus grand que un fois Vn en remultipliant tout cela par moins 1. Alors à nouveau, c'est la définition voulue, puisque j'ai bien montré que quel que soit grand A dans grand R, à partir d'un certain rang, un fois Vn était plus petit que grand A. Donc UV tend bien vers moins l'infini. Alors nous pouvons remarquer que si nous prenons pour Vn une suite constante, égale à lambda, eh bien nous avons montré que la suite un fois lambda tend vers lambda fois L. À condition que ce ne soit pas une forme indéterminée, c'est-à-dire ici, il ne faut pas avoir lambda égale 0 et petit l égale plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, nous aurions une forme indéterminée, mais si lambda est un réel, dans tous les autres cas, nous n'avons pas de forme indéterminée. Passons maintenant au quotient. Alors il va y avoir quelques petites différences par rapport à la somme et au produit. Déjà, si U tend vers L, alors 1 sur L existe tout le temps si L n'est pas nul. Par contre, si L est nul, 1 sur L n'existe jamais. Donc nous avons un premier cas à distinguer. Si la limite de la suite U n'est pas nulle, alors déjà nous allons commencer par montrer qu'à partir d'un certain rang, la suite U ne peut plus s'annuler. Ainsi donc, la suite 1 sur U va être bien définie, au moins à partir d'un certain rang, mais cela nous suffit pour pouvoir parler de sa limite. Et dans ce cas, 1 sur U va toujours tendre vers 1 sur L, qui à nouveau n'est jamais une forme indéterminée si L n'est pas nulle. Si L est nulle, nous pouvons quand même donner quelques résultats. Si L est nulle mais que U est toujours strictement positive, alors déjà 1 sur U existe puisque U ne s'annule pas, et en plus 1 sur U va tendre vers plus l'infini. Si elle est nulle et que U est strictement négative, de la même manière, 1 sur U va tendre vers moins l'infini. Alors il existe des notations que vous avez peut-être déjà rencontrées. Quand U tend vers 0 en étant strictement positive, eh bien cela se note souvent, U tend vers 0+, ce qui est une notation assez pratique puisqu'elle résume en peu de choses une phrase qui peut être un peu longue à écrire. Et exactement de la même manière, évidemment, si U tend vers 0 en étant toujours strictement négative, eh bien on écrit que U tend vers 0-. Alors on pourrait remarquer aussi, je ne l'ai pas écrit pour ne pas compliquer les choses, mais si nous n'avons pas U toujours strictement positive ou U toujours strictement négative, eh bien le résultat est quand même vrai si U est strictement positif ou U est strictement négative à partir d'un certain rang. Dans ce cas-là, il suffit de se placer à partir du rang où U devient strictement positive ou négative et nous avons exactement le même résultat. Mais pour les démonstrations, pour ne pas compliquer les choses, je partirai du principe que U est toujours strictement positive ou négative. Pour la démonstration, commençons par démontrer le point 1. Pour ce point, il y aura 3 cas à distinguer, soit L est un réel, soit L est égal à plus l'infini, soit L est égal à moins l'infini. Donc je vais démontrer le point 1 et le point 3. Donc pour le point 1, pour fixer les idées, nous allons supposer que L est strictement positif. Bon, évidemment, le cas L strictement négatif se traiterait de la même manière. En fait, il n'y a que pour le premier point de la démo que nous avons besoin de distinguer cela. Nous allons poser epsilon égale L sur 2, qui est donc strictement positif. Et donc, à partir d'un certain rang, nous avons un qui est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon, c'est-à-dire que un est compris entre L sur 2 et 3L sur 2. En particulier, L sur 2 est strictement positif, et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Cela prouve que un est strictement positive à partir d'un certain rang, donc elle ne s'annule plus. Nous pouvons donc définir le quotient 1 sur un, pardon. Nous voulons montrer que 1 sur un tend vers 1 sur L. Donc nous allons effectuer ce calcul, 1 sur un moins 1 sur L.
Nous mettons tout au même dénominateur, nous obtenons L moins UN sur L fois UN, que je vais écrire sous la forme L moins UN fois le quotient 1 sur L UN. Alors pourquoi sous cette forme? Parce qu'ici, le terme L moins UN, nous savons qu'il tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc si nous arrivons à montrer que la suite 1 sur L fois UN est bornée, alors nous aurons le produit d'une suite bornée fois une suite qui tend vers 0, et cela tendra bien vers 0. Donc, je reprends l'encadrement précédent de UN. Nous savons que UN est strictement compris entre L sur 2 et 3L sur 2. Et ici, tout est strictement positif. Et je sais aussi que L est strictement positif. Je vais plutôt l'écrire en dessous de UN. Donc je peux tout multiplier par petit l, et j'obtiens L carré sur 2 qui est strictement positif, qui est strictement plus petit que L fois UN, qui lui-même est strictement plus petit que 3L carré sur 2. Il n'y a plus qu'à inverser cet encadrement. 1 sur L fois UN est strictement plus petit que 2 sur L carré, et il est strictement plus grand que 2 sur 3L carré. Donc la suite, 1 sur LUN est bornée, et par conséquent, 1 sur UN moins 1 sur L tend bien vers 0. Dans le troisième cas, nous voulons montrer que 1 sur UN tend vers 0. Nous allons donc introduire un epsilon strictement positif. Et nous allons aussi poser grand A, le réel moins 1 sur epsilon, qui est donc strictement négatif. Puisque U tend vers moins l'infini, eh bien, à partir d'un certain rang, les termes de la suite UN sont strictement plus petits que grand A, qui lui-même est strictement négatif. Donc, en passant à l'inverse, 1 sur UN est strictement négatif, mais il est strictement plus grand que 1 sur A. Or, 1 sur A est égal à moins epsilon. Donc 1 sur UN est encadré par moins epsilon et 0, ce qui en termes de valeur absolue implique que la valeur absolue de 1 sur UN est strictement plus petite qu'epsilon. Donc quel que soit epsilon strictement positif, à partir d'un certain rang, la valeur absolue de 1 sur UN est strictement plus petite qu'epsilon. Cela signifie bien que 1 sur UN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Pour finir cette histoire de quotient, je vais démontrer le point numéro 2. Je ne démontrerai pas le point numéro 3 qui est absolument identique au point numéro 2. Donc je suppose maintenant que notre suite U tend vers 0 plus, c'est-à-dire qu'elle tend vers 0, mais en ne prenant que des valeurs strictement positives. Le but étant de montrer que 1 sur U tend vers plus l'infini, je vais introduire un réel grand A. Et je peux même le choisir strictement positif si j'ai envie, puisque dire que U tend vers plus l'infini, c'est dire que U finit à partir d'un certain rang par être plus grande que n'importe quel réel, grand A. Donc si je me restreins à des réels grand A strictement positifs, je ne perds aucune information. Je vais également poser, alors ça ressemble beaucoup à la démonstration du point 3 qui est au-dessus, mais un petit peu dans l'autre sens, je vais poser epsilon égal à 1 sur grand A, qui est donc lui aussi strictement positif. Puisque U tend vers 0, eh bien je peux dire qu'à partir d'un certain rang, les termes de UN sont strictement plus petits qu'epsilon. Mais je sais aussi que U tend vers 0 plus, c'est-à-dire que tous ces termes sont strictement positifs. Donc à partir d'un certain rang, les termes de la suite UN sont compris entre 0 et epsilon. Je peux donc passer à l'inverse. 1 sur UN à partir d'un certain rang est strictement plus grand, non pas que epsilon, mais strictement plus grand que 1 sur epsilon. Or 1 sur epsilon, c'est grand A. Donc à partir d'un certain rang, tous les termes de 1 sur UN sont strictement plus grands que grand A, et cela, à nouveau, c'est bien dire que 1 sur UN tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Nouvelle opération possible sur une suite, la valeur absolue. Alors tout simplement en considérant que la valeur absolue de moins l'infini est égale à la valeur absolue de plus l'infini, elle-même égale à plus infini, il n'y a pas de forme indéterminée, et dans tous les cas, la valeur absolue de U tend vers la valeur absolue de L. Alors au bout d'un moment, toutes les démonstrations finissent par se ressembler, donc ici encore, il faudrait distinguer deux cas, soit L vaut R, soit L vaut plus l'infini, et même d'ailleurs un troisième cas, L est égal à moins l'infini. Donc comme c'est toujours un peu la même chose, je ne vais démontrer que le cas numéro 1, je vous conseille de traiter les deux autres cas de limite infinie chez vous pour vous entraîner, mais je ne vais pas les détailler car vraiment c'est très ressemblant à ce que nous avons déjà fait auparavant. Donc pour ce cas numéro 1, je vais écrire
la définition à laquelle je veux obtenir. En fait, je veux arriver à la chose suivante. Je veux montrer que pour tout epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à grand N, tel que pour tout petit n appartenant à grand N, n plus grand que n0 implique valeur absolue de un moins valeur absolue de L, plus petit qu'epsilon. Or, nous avons deux choses. Premièrement, nous savons que U tend vers L. Donc, pour tout epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n dans grand N, n plus grand que n0 implique valeur absolue de un moins L inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons l'inégalité triangulaire. En tout cas, la partie de gauche de l'inégalité triangulaire, qui nous dit que la valeur absolue de la valeur absolue de un moins la valeur absolue de L, c'est toujours inférieur ou égal à la valeur absolue de un moins L. Donc, en combinant le point 1 ici et le point 2 qui est là, eh bien, j'obtiens directement la phrase étoile que je veux montrer. Avec 1 et 2, nous avons le point étoile, qui signifie bien que la valeur absolue de un tend vers la valeur absolue de L. Autre résultat, si nous prenons la suite max de un et de Vn, eh bien elle tend toujours vers le max de L et L'. Pareil pour le minimum. Pour la démonstration, il y a encore des cas à distinguer. Premier cas, si L ou L' est égal à plus l'infini, alors là il est à peu près clair que le max de L et de L' c'est plus l'infini. Et le résultat est assez facile à démontrer. Là encore, je vous laisse le soin de le faire. Idem si L ou L' est égal à moins l'infini. Il nous reste le cas où L et L' sont tous les deux des réels. Je vais démontrer ce cas-là en utilisant une petite astuce. Il est possible de démontrer ce résultat sans astuce en revenant à la définition, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide avec cette astuce. Donc, si n appartient à grand N, nous remarquons que la valeur absolue de un moins Vn est égale bien sûr à un moins Vn si un est plus grand que Vn, et elle est égale à Vn moins un si c'est l'inverse, si c'est Vn qui est plus grand que un. Donc, si je regarde la quantité un moins Vn en valeur absolue, plus un plus Vn, le tout sur 2, eh bien cette quantité est égale à un moins Vn plus Vn, c'est-à-dire 2 un sur 2 si un est plus grand que Vn, et de la même manière 2 Vn sur 2 si c'est Vn qui est plus grand que un. Donc bien sûr, nous obtenons un si un est plus grand que Vn, et Vn si Vn est plus grand que un. Et ça, c'est bien le max de un et de Vn. Donc il existe cette expression qui est égale à max de un et Vn. Or, avec les points précédents, la valeur absolue de un moins Vn tend vers valeur absolue de L moins L', un tend vers n, Vn tend vers L', la somme tend vers la somme des limites, etc. Donc ici, nous obtenons que la suite qui est à gauche, quand n tend vers plus infini, tend vers valeur absolue de L moins L', plus L, le tout sur 2, et exactement de la même manière qu'à gauche avec un et Vn, eh bien ce quotient ici, il est bien égal à max de L et L', et nous avons donc démontré le résultat. Je signale juste qu'il existe une formule tout à fait analogue pour exprimer le minimum de un et de Vn. Je vous laisse le soin de la chercher vous-même. Elle ressemble évidemment énormément à celle pour le max, et elle permet donc de démontrer que le min de un et Vn tend vers le min de L et de L'. Dernière opération qui apparaît plus loin dans le PDF du cours, mais que je vais traiter ici, c'est la composition. Nous allons composer une suite un par une fonction f et voir ce que l'on peut dire des limites. Alors tout d'abord, si nous prenons grand D une partie de R qui s'écrit comme une réunion d'intervalles, nous allons noter D bar l'ensemble D augmenté de ces bornes. Alors si tout simplement D est un intervalle, par exemple l'intervalle moins 1, 2, ouvert à gauche, fermé à droite, eh bien D bar c'est l'intervalle moins 1, 2 fermé. Si grand D c'est l'intervalle moins l'infini 2, ouvert à gauche et à droite, union 3, 4, eh bien D bar, alors je vais l'écrire en dessous, eh bien D bar c'est l'intervalle moins l'infini fermé, comme dans R bar, 2 fermé, union 3 fermé, 4 fermé.
Et dernier exemple, si D c'est R étoile, c'est-à-dire moins l'infini 0, ouvert des deux côtés, union 0 plus l'infini, eh bien D bar c'est R bar. Alors pourquoi faire cela? Si nous prenons une suite à valeur dans D, quelles peuvent être les limites possibles pour la suite UN? Eh bien il est assez intuitif de se convaincre que les limites possibles, ce sont justement les éléments de D bar. Si vous prenez une suite non nulle, vers quoi peut-elle tendre? Elle peut tendre vers n'importe quel réel, elle peut tendre aussi vers moins l'infini, vers plus l'infini. Si je prends une suite à valeur dans D avec ici le deuxième exemple, tous les termes de la suite sont entre moins l'infini et 2 ou entre 3 et 4. Quelles sont les limites possibles? Eh bien, moins l'infini est possible, 2 est possible, 3 et tous les éléments entre 3 et 4 aussi. Par contre, une suite qui ne prend jamais de valeur entre 2 et 3 ne va pas tendre vers 5,5, ça n'est pas possible. Et si elle prend toutes ces valeurs entre 3 et 4, elle ne va pas tendre vers 6 non plus. Donc c'est pour cela que nous introduisons l'ensemble D bar. Nous avons alors le théorème suivant qui est admis, que nous démontrerons dans le chapitre sur les limites de fonctions. Si nous prenons une fonction f qui est définie de grand D dans R, et nous avons petit a un point de D bar, et nous supposons que f a une limite petit b en petit a. Alors justement, là aussi, si nous réfléchissons un peu aux limites de fonctions, mais nous y reviendrons en détail dans un chapitre ultérieur, en quel point est-ce qu'une fonction définie sur grand D peut avoir une limite? Eh bien, par exemple, à nouveau, si je reprends, le premier exemple, si D c'est l'ensemble, l'intervalle -1, ouvert en -1 et fermé en 2, en quel point est-ce qu'une fonction définie sur grand 2 peut avoir une limite? Eh bien, nous n'allons pas parler de la limite de f en 3, cela n'a pas de sens. Par contre, même si f n'est pas défini en -1, il est possible que f ait une limite en -1. Donc en fait, les points en lesquels f peut avoir une limite, ce sont justement les points de D bar. Donc ici, il est cohérent de supposer que f a une limite en petit a. Cette limite, c'est petit b, elle est dans R bar, c'est-à-dire que c'est un réel, ou éventuellement plus et moins l'infini. Si nous prenons maintenant une suite UN, telle que tous ces termes sont dans l'ensemble grand D, et nous supposons que UN tend vers A en plus infini, alors comme tous les termes de UN sont dans grand D, f de UN existe, et ensuite, par composition de limites, f de UN va tendre vers petit b. Donc à nouveau, ce théorème est admis, nous le démontrerons plus tard, mais vous savez déjà l'utiliser. Vous savez déjà que si vous avez une suite qui tend vers 0, alors par exemple, sinus de cette suite UN tend vers 0. Pourquoi? Parce que la fonction sinus tend vers 0 quand x tend vers 0. Sinus x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ce résultat est un résultat de composition. C'est la composition de la limite d'une suite et de la limite d'une fonction. Et je vais finir cette vidéo avec deux exemples de calcul de limite dans le cas d'une forme indéterminée. Donc dans le PDF du cours, il y a 3 exemples, je vais traiter le deuxième et le troisième. Donc le deuxième exemple, c'est d'étudier la suite UN égale à exponentielle n moins 3 puissance n sur n carré moins 2 puissance n. À chaque fois, dans ce genre de forme indéterminée, nous allons toujours chercher à mettre en facteur le terme dominant, le terme le plus gros, à chaque fois que nous avons une somme. Et quand nous avons un quotient, nous faisons cela pour le numérateur et pour le dénominateur. Alors au numérateur, nous avons deux termes qui sont sous la même forme, nous avons une puissance n, mais E est strictement plus petit que 3, donc ce que nous allons mettre en facteur, c'est 3 puissance n qui est le terme dominant du numérateur. Donc nous obtenons E sur 3 puissance n moins 1. Et puis au dénominateur, c'est par croissance comparée, le terme en 2 puissance n qui est dominant par rapport à n carré. Donc je vais le mettre en facteur, j'obtiens 2 puissance n fois n carré sur 2 puissance n moins 1. Donc nous avons ici coupé notre quotient en 3 parties. Cette partie-là, cette partie-là, et cette partie-là. Nous allons maintenant étudier les limites de chacun de ces 3 termes. Alors le plus simple déjà, ce sont les termes en bleu, puisque nous avons leurs limites directement par croissance comparée. Donc par croissance comparée, n carré sur 2 puissance n tend vers 0, et E, alors ce n'est pas tout à fait une croissance comparée, mais E sur 3 est strictement plus petit que 1 et strictement positif, donc E sur 3
à la puissance n va tendre vers 0. Donc les deux termes encadrés en bleu, clair ou foncé, vont tous les deux tendre vers moins 1. Maintenant, le terme en orange, il s'écrit 3/2 puissance n. Mais cette fois-ci, 3/2 est strictement plus grand que 1. Donc 3/2 puissance n tend vers plus l'infini. Donc par opération sur les limites, nous avons le produit de trois termes, enfin un quotient plus exactement, nous avons un terme qui tend vers plus l'infini, fois un terme qui tend vers moins 1, divisé par un terme qui tend vers moins 1. Donc globalement, notre suite n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Troisième exemple, un grand classique, nous allons poser Vn égale la suite 1 plus 1 sur n, le tout puissance n. Alors, le premier point important, c'est de bien se convaincre qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Donc il y a beaucoup de faux raisonnements sur cette suite. On peut dire que 1 plus... Alors je vais les écrire en gris, ce sont des faux raisonnements, je vais les effacer après pour que des choses horribles ne restent pas écrites là-dessus. Un faux raisonnement, un premier faux raisonnement, c'est de se dire que 1 plus 1 sur n tend vers 1. Et donc quand on passe tout ça à la puissance n, en gros, alors ceci ne veut pas dire grand-chose, hein. En gros, c'est comme 1 puissance n, donc ça tend vers 1. Si vous regardez ce qu'on a fait dans ce raisonnement, on est passé à la limite dans le terme qui est entre parenthèses, et ensuite c'est cette limite que l'on a mis à la puissance n, et on a fait un second passage à la limite. On ne peut pas comme ça calculer une limite en faisant deux passages à la limite successifs. Sinon on obtient un peu n'importe quoi. Je pourrais par exemple écrire que 1 sur n tend vers 0, donc 1 fois n fois 1 sur n, ça tend vers 0, puisque n fois 0, ça fait 0. Donc évidemment, ce raisonnement est totalement faux. Autre raisonnement du même genre qui serait faux, c'est de dire que 1 plus 1 sur n est strictement plus grand que 1, donc 1 plus 1 sur n puissance n tend vers plus l'infini, puisque une constante strictement plus grande que 1, si on la met à la puissance n, cela tend vers plus l'infini. Oui, sauf qu'ici, 1 plus 1 sur n n'est pas une constante, ça change. C'est une suite dont les valeurs varient et qui tend vers 1. Donc ce raisonnement est faux aussi. Alors vous remarquerez qu'avec ce raisonnement, d'un côté on obtient une limite égale à 1, de l'autre une limite égale à plus l'infini, donc on n'obtient pas la même chose. Et en fait la vraie limite, ça n'est aucune de ces deux solutions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement passer à l'écriture exponentielle. Ceci, c'est exponentielle de n fois log de 1 plus 1 sur n. Et là, la forme indéterminée, on la voit vraiment, parce que l'exposant, c'est log de 1 plus 1 sur n qui tend vers 0, fois n qui lui tend vers plus l'infini. Donc nous avons vraiment une forme indéterminée. Alors ici, nous savons, si vous l'avez oublié, je vous le rappelle, il existe une limite classique, log de 1 plus x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc ici, si nous utilisons la composition que nous venons de voir, si nous composons cette limite avec 1 sur n, donc si nous écrivons log de 1 plus 1 sur n divisé par 1 sur n, cela tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini, avec la limite 1 qui est là, et aussi parce que 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est bien une composition de limites. Si nous réécrivons cela, nous obtenons que n fois log de 1 plus 1 sur n tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc en composant cela par la fonction exponentielle, nous obtenons que Vn tend vers exponentielle 1, c'est-à-dire e, quand n tend vers plus l'infini. Donc vous voyez ici les deux méthodes classiques, en tout cas les deux seules que nous connaîtrons tant que nous n'aurons pas vu le chapitre sur les développements limités, les deux méthodes pour se sortir d'une forme indéterminée. Première méthode, c'est entre guillemets une fausse forme indéterminée, on réexprime différemment la suite un en faisant apparaître des quotients, des termes, etc., dont nous pouvons calculer les limites, et à chaque fois, le principe c'est de mettre en facteur les termes dominants pour avoir des termes qui tendent vers 1 ou moins 1, plus d'autres termes qui tendent vers 0. Et la deuxième méthode, c'est de faire apparaître une limite entre guillemets classique. Ici, nous avons utilisé cette limite-là.
il en existe 3 autres. Alors en fait plutôt 2 autres, pardon. Nous avons première limite classique, exponentielle x moins 1 divisé par x tend vers 1 quand x tend vers 0. Et puis sinus x sur x tend vers 1 aussi quand x tend vers 0. Donc nous avons bien 3 limites classiques, mais seulement 2 en plus de celle qui est encadrée en vert. Bon, ces 3 limites, nous les démontrerons dans le chapitre sur les limites de fonctions, mais à chaque fois, il s'agit d'utiliser un taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x moins 0, et si jamais la fonction f est dérivable en 0, eh bien cela tend vers f' de 0. Ici, les 3 fonctions à considérer sont la fonction log de 1 plus x pour l'inégalité encadrée en vert, exponentielle et sinus pour les 2 autres. Donc nous traiterons plusieurs exemples de calcul de forme indéterminée en cours, en classe, avec ces méthodes-là, donc 2 méthodes, mise en facteur du terme dominant ou utilisation d'une forme indéterminée qui provient de la limite d'un taux d'accroissement. Voilà, donc cela achèvera cette vidéo.